Union soldiers and Nixon coming. We're finally on our own. This summer I hear the drumming for dead in Ohio. Gotta get down to it. Soldiers are cutting us down. Should have been done long ago. What if you knew her and found her dead on the ground? How can you run when you know? Alors, premier épisode de la Navigil, mission artisanale, fabriquée maison, comme vous pouvez le voir avec la maison derrière, sans artifice, sans production, sans maquillage, et pourtant elle est superbe. Je reçois ce soir Vanda Mastor. Alors Vanda, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, bonsoir. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu es docteur en droit public depuis 2001. Ta thèse portait sur la contribution à l'étude des opinions séparées des juges constitutionnels, si je ne m'abuse. Voilà, tu es aujourd'hui enseignante au sein de l'Université de Toulouse, au Capitole, et rattachée à l'Institut de recherche en droit européen, international et comparé. Tu fais partie de nos compatriotes qui réussissent brillamment et qui sont sollicités par les médias, par les institutionnels assez régulièrement. Donc, on peut te retrouver dans des interviews, on peut te retrouver dans des colloques, des conférences, invité régulièrement. Sur tes ouvrages, on peut citer quelques-uns de tes ouvrages, Les opinions séparées des juges constitutionnels. Donc, j'imagine que c'est tiré de ta thèse. C'est la thèse publiée, tout à fait actualisée. Voilà, c'est ta thèse actualisée. Les cours constitutionnels, en collaboration avec Louis Favoreux. Donc, Louis Favoreux, que tu peux peut-être nous présenter en deux phrases. Moi, je connais parce que j'ai eu la chance d'assister à ces cours avant les années 2000. Et oui, puisque tu m'avais en TD. Et je t'avais en chargé de TD. C'était d'ailleurs certainement le seul TD auquel j'allais. Donc, si c'est ça. Et on va pas rappeler la date. Non, on ne va pas rappeler les dates. On ne va pas se mettre mal à l'aise d'entrée de jeu. Donc, je te laisse juste parler 2 minutes de ton boulot, donc de ce rapport. Oui, bah, Louis Favoreux, c'est mon maître, comme on dit. L'expression choque un peu les Français, alors qu'en Italie, la première question qu'on te pose quand tu vas dans des colloques, c'est « maestro », c'est complètement normal. Donc, c'est mon maître, mon directeur de thèse, qui était un des constitutionnalistes de France les plus connus au monde, hein, puisque les cours constitutionnels que tu as cités, qui est en fait son ouvrage que j'ai repris, est traduit dans de très nombreuses langues. Voilà, c'est celui qui a créé dans les années 70 une nouvelle école qui était une école de droit constitutionnel plus moderne, qui enseignait, qui pensait le droit constitutionnel à travers la protection par le juge constitutionnel. Voilà. Ouais, c'est ça. Et il est mort déjà il y a longtemps, mais on est très nombreux à l'avoir eu comme directeur de thèse. On est tous devenus profs agrégés. Je trouve que ce n'était pas une trop mauvaise école. Non, et on est resté. Ouais, voilà, c'est plutôt bon signe ça. C'est ça, on est restés tous très liés, voilà. Ouais, j'imagine. Un grand monsieur. Donc, d'autres ouvrages, les cours constitutionnels, l'art de la motivation, substance du droit, la déclaration de droits de l'homme et du citoyen, constitutionnaliste donc, à mort. Oui. Même si mon best-seller, c'est Droit et Rock, hein, celui que j'ai le plus vendu. Eh oui, que je vais lire. C'était Droit et Rock et les grands discours de la culture juridique. Voilà, et les grands discours de la culture juridique, parce qu'il est préfacé par Robert Badinter, donc ça a beaucoup aidé à la diffusion. Et comme c'est peut-être le livre, je l'ai dirigé, je ne l'ai pas écrit, mais enfin, c'est celui qui m'a demandé le plus de travail, auquel je tiens le plus, parce que j'ai voulu montrer à mes étudiants que leur culture
C'était pas que Portalis, Favoureux. C'est ça. Ouais. C'était aussi Éluard, Victor Hugo, Lamartine, De Gaulle, évidemment, et tous les autres, Jean Moulin, Malraux. Bon, voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est dont je suis particulièrement fière voilà, pour avoir montré à mes étudiants que quand on est des juristes, on n'est pas que des gens obtus, fermés, à l'esprit très cartésien. Non, on est aussi des gens, on doit être aussi voilà, parce que des juristes. moi, ce que j'ai l'impression, après on rentrera dans le sujet que tu as choisi pour Oui. cette rencontre, j'ai l'impression vraiment que tu fais partie de ces gens qui remettent, parce que le droit, ça reste pour les gens quelque chose d'assez compliqué, complexe à appréhender, et le fait que toi, tu mettes, même par tes stories Instagram, pour ceux qui ont la chance de t'avoir en contact, la culture, la lettre, je sais pas ce qu'on envie de le dire, de la vie à l'intérieur du droit, c'est ça qui est fascinant aussi, et qui fait que le personnage que tu es, le personnage admirable que tu es, c'est qu'il y a cette force, il y a cette vigueur dans le droit. C'est plus une lettre morte, on n'est plus dans voilà, le droit en tant qu'analyse du texte, référence, article, etc. On est vraiment dans quelque chose de palpable presque. Et c'est ça qui est beau, parce que ça ramène aussi toute cette culture juridique à la portée des gens, hein, qui sont censés la maîtriser. Parce que... Oui, bah, ça me touche beaucoup que tu te dises ça, parce que tu sais, tous mes étudiants ne sont pas aussi brillants que tu ne l'étais. Et c'est pas être brillant, c'est qu'ils ne sont pas aussi. Alors là, oui, je t'ai fait un compliment qui est très sincère, mais du coup, ce faisant, j'ai dit quelque chose de négatif pour mes étudiants, ça je ne fais jamais. Ils ne sont pas tous curieux. Ils ne sont pas tous curieux parce que souvent, ils font du droit parce qu'ils n'étaient pas assez bons en maths pour faire de la science, voilà. pas en maths pour faire des lettres. Ils vont en droit parce qu'en droit, ils se disent les compteurs sont mis à zéro. J'en ai jamais fait, donc voilà. Ou ils s'attendent, donc parce qu'ils sont fils de notaire, hein, on va le dire très franchement, ou fils de prof, ce qui n'était pas du tout mon cas. Et du coup, ils oublient ça, ils oublient qu'en fait, le droit. Et moi, c'est marrant parce qu'au début, j'ai eu beaucoup de mal. Quand je t'avais, par exemple, je souffrais assez. C'est-à-dire que moi, j'avais fait Hippocania Bastia, je le dis tout le temps, la plus belle année de ma vie. Et vraiment, je suis littéraire avant tout. L'histoire, c'est en première. Et au début, je me suis dit, mon Dieu, le droit, ça me semblait un peu sec, ça me semblait... Et après, j'ai beaucoup cherché à fuir le droit. Voilà, quand j'enseigne la culture générale, littérature, droit et cinéma, je l'avoue humblement, parfois, c'est quand j'ai un peu envie de fuir les terres arides du droit. Et ce faisant, je me trompe. Parce qu'en fait, plus j'avance en carrière, ça fait déjà 22 ans maintenant, et plus je me dis, mais non, la société n'est pas une jungle grâce au droit, premièrement. Donc déjà, c'est le droit qui fait de nous des êtres civilisés. Et deuxièmement, effectivement, comme tu le dis très bien, quand tu dis c'est palpable, c'est pour ça que je fais du droit américain, on y viendra sûrement, parce que le droit américain, on réfléchit le droit à partir de l'être humain. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. Donc, tout ce qui m'intéresse dans la vie, c'est l'humain. J'aime bien me définir comme une juriste populaire. Moi, j'aime enseigner le droit, pas aux étudiants les plus brillants. Non, je préfère qu'on me donne les plus petits, ceux qui sont considérés comme les plus mauvais, entre guillemets, c'est-à-dire pas les ultra sélectionnés. Voilà, j'aime bien les gilets jaunes au rond-point. J'ai gardé ce côté de Saint-Jean 3, on va dire. Oui. Donc, ça, c'est ce qui me plaît. Et donc, je te remercie de commencer par là parce que pour moi, c'est très important. J'essaie d'expliquer à mes étudiants. En fait, le droit, oui, ça peut être aride, comme tu le dis, c'est aussi les textes, les codes, et puis quelque part, c'est aussi ce qui nous permet de ne pas être des animaux en société. Pas toujours d'ailleurs, mais voilà. Bon, un garde-fou, on va dire. C'est ça. D'ailleurs, on va attaquer par ton choix. Je t'ai demandé de choisir un bouquin, un livre. Donc, il s'agit de Premier combat, le livre de Jean Moulin, qui atteste un peu de son expérience lors de sa première arrestation en juin 40. Donc, il est arrêté, il est torturé, il attentera à sa vie pour ne pas parler. Donc, j'ai choisi juste quelques petites lignes. Après, tu nous en parleras un petit peu et on basculera sur le sujet. Donc, voilà, le texte de Jean Moulin que j'ai choisi. Je sais qu'aujourd'hui, je suis allé jusqu'à la limite de la résistance. Je sais aussi que demain, si cela recommence, je finirai par signer. Le dilemme s'impose de plus en plus. Signer ou disparaître. Fuir, c'est impossible. J'entends le pas régulier des sentinelles, non seulement dans le couloir, mais aussi dans notre unique fenêtre. Et pourtant, je ne peux pas signer, je ne peux pas être complice de cette monstrueuse machination qui n'a pu être conçue que par des sadiques en délire. Donc voilà, ça nous amène un petit peu aussi, après on en parlera au cours de la présentation, mais ça nous amène aussi au sujet que tu as choisi, la démocratie, quel gouvernement pour quel peuple. On est en juin 40, les Allemands ont envahi la France. Bon, la France est occupée par les nazis, plus précisément. Jean Moulin est préfet, donc c'est un homme de droit, c'est un homme d'administration, c'est un homme de fonction d'État. Il refuse de parler alors que quelque part l'ordre imposé est aussi l'ordre légitime, même si c'est par la force, et il refuse lui de collaborer, c'est-à-dire il refuse d'obéir à cette loi des vainqueurs et des vaincus. Alors pourquoi ce choix? Alors déjà, c'est bon, quand mes étudiants me demandent quel est votre héros,
pour les faire rigoler, je réponds à part le Christ, personne. Bon, quelle que soit leur religion. C'est vrai que je ne suis pas trop dans cette posture. Je n'ai jamais eu vraiment d'idole, même plus jeune. Par contre, j'ai toujours été fascinée par la vertu, si tu veux, que je place au-dessus de tout. C'est le courage. J'ai toujours une fascination pour le courage moral, physique, pour les combattants, quels qu'ils soient, quelle que soit leur cause. Bon. Et puis bon, mon père est un passionné de la résistance à un tel point que je pense qu'il n'y a aucun angle mort dans sa connaissance. À écrire aussi d'ailleurs et à lire. Bon, j'étais un peu bercée là-dedans et par cette figure de Jean Moulin et ce qui m'a, pour en venir à l'enseignement et pour après finir sur lui, puisque hier son secrétaire est mort, Daniel Cordier. Oui, Daniel Cordier, oui. Vraiment, alors bon, c'était l'avant-dernier, il en reste encore un, mais lui, quoi, voilà, lui, c'était tout le concentré de tout ce que j'aime et je suis en train de te dire, c'est-à-dire les étudiants, malheureusement, n'auront peut-être pas le temps d'approfondir, mais Daniel Cordier, c'est aussi celui qui, la voix tremblante il y a quelques années, avouait qu'il avait eu honte toute sa vie d'avoir été dans un premier temps maurassien, antisémite, d'avoir caché son homosexualité. Enfin, c'est un personnage vraiment, genre, puisque tu me fais parler de Jean Moulin, il faut vraiment que les gens qui ne connaissent pas Daniel Cordier lisent, parce que cette leçon d'humilité est absolument, vraiment, moi, me donne en tout cas des frissons. Et cette figure de Jean Moulin qui est encadrée dans mon bureau, j'ai vraiment cette fascination depuis toujours. Je trouve ça terrible qu'on apprenne aux étudiants seulement qui il était, sans le faire lire. Bon, ça, c'est une chose à laquelle je tiens beaucoup. Là, je viens de terminer un article sur la panthéonisation, j'ai pris énormément de plaisir à l'écrire comme d'habitude, mais en me demandant qu'est-ce qui fait, quelle est la mission de la panthéonisation, pourquoi on panthéonise quelqu'un. Et ma conclusion, c'était en fait, ça suffit pas. Ça suffit pas de mettre des restes humains dans un panthéon où un gamin d'un fin fond d'un quartier difficile. Jamais. Un gamin des quartiers nord de Marseille, il ne sait pas ce que c'est que le Panthéon, il n'ira pas. Jamais. Par contre, pour moi, panthéoniser, c'est le mettre au Panthéon, pourquoi pas, je ne suis pas non plus contre tous les symboles républicains, mais c'est aussi, par exemple, rendre études de premier combat à l'école obligatoire. Oui, tout à fait. Et j'ai un côté dictatorial pour ça, je l'avoue. Un voyage scolaire obligatoire à Oradour-sur-Glane, pour les collèges qui n'ont pas les moyens d'emmener les étudiants à Verdun ou Auschwitz. Mais premier combat, ça se lit en une après-midi. Je dis toujours à mes étudiants, regardez, ça va vous prendre 3 heures. Et à vie, vous allez être fascinés par ça. Et comme tu le dis très justement, c'est à un moment donné un représentant de l'État, le préfet, l'autorité suprême de la déconcentration, qui choisit, il le dit lui-même, d'entrer en résistance, de refuser. Et vraiment, ce journal est très poignant parce que ça va du boulanger qui suspecte de collaboration à la réquisition des denrées premières, et puis voilà, le refus de signer un acte odieux, raciste, puisqu'il devait acquiescer. Incriminer des soldats. Faux, qui étaient les Sénégalais tirailleurs, des femmes absolument immondes. Et il résiste, et il a peur de mourir, et il dit demain je parlerai, donc il faut que je me suicide. Enfin voilà, c'est un concentré de tout ce que l'humanité peut avoir de meilleur. Et en plus, quand on pense à Jean Moulin, la juriste la parle, il y a après une volonté de le salir. Et j'en reviens, pardonne-moi, Daniel Cordier. Daniel Cordier, quand il est marchand d'art, il gagne extrêmement bien sa vie. C'est un galeriste hyper coté. Il a fait don de toute sa collection au Centre Pompidou, mais la plus grosse partie est d'ailleurs à Toulouse. Et Daniel Cordier se dit, quand il lit un certain document, il dit c'est pas possible, on ne peut pas le salir, on ne peut pas l'accuser d'avoir été agent communiste, je vais devenir historien pour réhabiliter sa mémoire. Ouais, voilà, donc tout ça. Voilà, et pour en revenir, pardon, j'ai été trop longue. Mais non, mais pas du tout, mais il n'y a pas de... C'est l'autonomie, il y a certains sujets sur lesquels j'ai du mal à... Voilà. Mais pour en revenir à ce que tu disais très justement, dire non, en fait, c'est résister à l'oppression, j'y reviens, parce que lire Jean Moulin, c'est aussi se souvenir de la Boétie, c'est se souvenir aussi de Thoreau, exactement, de Daniel Thoreau, et de tous ces grands théoriciens de la résistance à l'oppression. Et souvent, quand j'en parle à mes étudiants, ils me disent oui, ça serait beau, ça madame, comme principe, c'est du droit naturel. Bien non, en fait, c'est inscrit dans la DDHC de 1789. Vous avez le droit de résister à l'oppression. Donc, voilà, désobéir en démocratie, c'est un droit, tout simplement. Oui, c'est un droit fondamental. Cet ouvrage, je t'ai demandé de le citer. Eh ben, c'est très bien, et ça nous amène un petit peu à la discussion qu'on va avoir. Donc, tu as choisi démocratie, quel gouvernement pour quel peuple? Donc, on va pas faire, on peut faire un peu de philo et dire bon, donc revenir peut-être sur la démocratie, parce qu'à l'heure actuelle, on voit bon, il y a les élections américaines, il y a les élections en France où effectivement l'exécutif gouverne
beaucoup à coup d'ordonnance. On a vu le 49-3, on a vu plein de choses comme ça. On a les États-Unis qui sont dans une tension électorale, mais qui engagent aussi derrière tout un appareil administratif, juridique, puisqu'on sait aussi qu'avec les recours de Donald Trump à l'heure actuelle, s'il n'y a pas de président, enfin, si les recours ne sont pas terminés fin décembre, je crois que c'est la législation d'État qui va devoir élire un président. Et on sait que le Sénat américain, par exemple, est majoritairement, d'une très courte tête, mais majoritairement républicain. Donc, il y a aussi une probabilité pour que Donald Trump soit investi au mois de janvier lors du jour de l'investiture. Donc, il y a en ce moment beaucoup de choses à la fois qui touchent la vie des gens, qui touchent aussi le monde en général, et qui touchent tous à peu près au sujet du droit et de la Constitution. Et donc, on est un peu en paradoxe et on se pose la question. Moi, ça m'est arrivé de me poser la question il y a quelque temps. Est-ce que la République est une démocratie? Tu vois, quand tu prends la racine du mot démocratie, après je te laisserai la parole, on est quand même donc sur Athènes, on est dans l'Antiquité, on est le citoyen qui vote, la cité est découpée, donc les dèmes, c'est le découpage presque, j'ai envie de dire, juridique de la ville. Pas tout le monde a le droit de s'exprimer, il y a aussi le tyran, enfin bon, il y a tout un tas de choses. Et la République, qui apparaît beaucoup plus tard, c'est peut-être ce qui vient suppléer entre guillemets, la faiblesse de l'homme. C'est un appareil qui vient suppléer la faiblesse, presque j'ai envie de dire, du citoyen et qui prend en charge une partie de sa capacité démocratique. Alors, est-ce qu'à partir de ce moment-là, on peut dire que la République, c'est l'ennemi de la démocratie? Alors, non. Elle a appris à le devenir à cause de certaines vicissitudes, mais en fait, tu as cité l'Antiquité, Grèce. La Grèce, là aussi, il faut relire, encore une fois, Aristote. Bon, je sais, mais les étudiants, je leur demande même, dans les lectures obligatoires, je ne leur en demande pas beaucoup, je leur demande de lire, je les oblige à lire Premier combat de Jean Moulin, de la démocratie en Amérique de Tocqueville et Éthique à Nicomaque d'Aristote. Donc souvent, ils ne comprennent pas trop. Ah oui, l'éthique, il y a 1000 bases de réflexion. Et dans la politique, Aristote dit la chose suivante, en fait, la démocratie, déjà pour lui, ce n'est pas vraiment le règne du plus grand nombre. Il dit c'est le règne du plus grand nombre, mais comme ce plus grand nombre, ce sont les pauvres, la démocratie, c'est le règne des pauvres. Déjà, ça, on peut le garder en tête pour réflexion. Ensuite, il dit cette chose aussi, toujours dans la politique, c'est pas le meilleur gouvernement, c'est le plus supportable de tous. Donc déjà, il faut se souvenir que même, y compris à Athènes, qui passe vraiment à juste titre pour être le berceau de la démocratie, c'était pas le summum. C'était déjà présenté comme ayant beaucoup d'inconvénients, première chose. Deuxième chose, tu as raison, la République est venue après, et tu as eu une très bonne expression, tu as dit, est venue supplier quelque part. C'est un peu ça. Pour moi, la République, c'est un peu une sorte d'habillage élitiste, d'habillage institutionnel de quelque chose qui, dans les faits, ne peut pas fonctionner. D'accord? Et donc, c'est passionnant. En fait, tu vois, pour une constitutionnaliste, la démocratie, ça paraît vraiment le b.a.-ba, comme l'arrêt du pluriel en orthographe. En fait, pas du tout. Ça fait 22 ans que je réfléchis sur la démocratie, sur le lien que je viens de faire avec la République, sur cette chose impossible. Et pas plus tard qu'hier, j'écoutais Cynthia Fleury, psychanalyste et philosophe, dont le dernier livre s'appelle Sigil amer, et elle explique une chose passionnante, comme tout ce qu'elle fait. Elle explique qu'en fait, le pire ennemi de la démocratie, c'est le ressentiment. C'est le ressentiment, la crise de confiance. Et quand j'ai siégé dans la commission Jospin, c'était un des thèmes que nous avions à traiter. Comment faire pour redonner aux citoyens le goût? Le goût de quoi? Le goût de la démocratie, des institutions. Donc tout ça fait qu'effectivement, la République, l'un des habillages, puisqu'il y a des républiques qui ne sont pas démocratiques, la République populaire de Chine. Voilà, il y a un bien des démocraties qui ne sont pas des républiques, comme le Royaume britannique. En tout cas, ce qui compte, je crois, mais je ne suis pas sûre d'avoir raison, c'est qu'il faut se souvenir d'Abraham Lincoln. Bon, un normativiste aurait répondu, il suffit de lire l'article 2 de la Constitution française, et moi, je suis américaniste, je vais à la source, c'est Abraham Lincoln, et c'est dans un discours qui est resté célèbre. Il est à Gettysburg, il est sur un champ, c'était très exactement le 19 novembre 1863, et quelques mois auparavant, il y avait des milliers de morts. Et il dit, il faut que tous ces morts ne soient pas morts en vain. Bon, je ne le cite pas exactement dans le texte, mais à peu près. Il faut que, grâce à Dieu, de cette nation renaisse une nouvelle liberté. Cette liberté qui est l'obsession des Américains, comme pour nous, Corses. Tout à fait. Les Français, pardon, c'est l'égalité. Et les Corses, historiquement,
c'est la liberté. Et, et la suite et la suivante, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ne doit pas disparaître de la surface de cette terre. Et on a toujours gardé cette définition. C'est vrai, Demos, Kratos, c'est le gouvernement du peuple, mais encore mieux, c'est cette phrase d'Abraham Lincoln, gouvernement du peuple, pour le peuple, par le peuple. Et c'est celle qui maintenant est à la base de la définition des démocraties. Mais le problème, et c'est ce que les Français ne peuvent pas comprendre, les Français qui souffrent, je ne parle pas de l'élite, hein, Oui. c'est impossible en fait. Voilà, la démocratie est possible nulle part. Oui. Non, il faut arrêter de dire oui, il y a eu un débat. Nous, on le dit en première année, en L1, il y a deux exemples de démocratie directe. Donc aujourd'hui, la Suisse, non, c'est pas vrai, il y a 2 cantons et c'est assez folklorique. Même si ils ont, c'est vrai, une culture très... Oui. Ils vont aux urnes en permanence, c'est des référendums tout le temps, ça c'est une vérité. Et puis il y a Athènes, mais non, parce qu'à Athènes, à l'Agora, comme toi tu le sais évidemment, étaient exclus les métèques, et Aristote d'ailleurs était un métèque, hein, il était stagiaire, il n'avait pas le droit de participer à l'Agora, les femmes, les domestiques, bon, ça faisait quand même beaucoup. Donc voilà, donc en réalité, cette démocratie n'a pu être qu'idéale, et d'ailleurs Jean-Jacques Rousseau avait rédigé une constitution pour la Pologne et la Corse. Ça ne pouvait se produire que dans des tout petits espaces. Donc, comme cette démocratie merveilleuse sur le papier, idéale, ne peut pas exister, eh bien, elle s'exprime à travers on peut dire, oui, des habillages. Si tu veux, la démocratie, renvoie à la question du titulaire du pouvoir, c'est le peuple. La République renvoie à la question du mode d'organisation du pouvoir. Et de l'exercice. Exactement, de l'exercice. À qui appartient le pouvoir exécutif, à qui appartient le pouvoir législatif, à qui appartient le pouvoir judiciaire. Et la crise de la démocratie, elle est réelle, elle est terrible. Moi, je me suis beaucoup intéressée au cahier de doléances des Gilets jaunes. Parce que, voilà, cette soif de démocratie, on veut plus de démocratie participative. En fait, ce qu'il y a de très douloureux pour une constitutionnaliste, c'est de leur répondre, c'est pas possible. Parce que notre démocratie, comme toutes les démocraties dans le monde, elles sont représentatives. Et après, va expliquer à un citoyen assoiffé de démocratie que dans la démocratie représentative, du moment que tu mets ton bulletin dans l'urne, tu as délégué. Voilà. Tu as délégué. Tu as abandonné même ta parcelle de souveraineté, comme disait Rousseau. Imaginez 10 000 citoyens, chaque citoyen détient un 10 000e de parcelle de souveraineté. Quand tu votes, tu l'abandonnes. Donc, la personne pour laquelle tu as voté, même si elle ne tient pas ses promesses, tu ne peux ensuite rien faire. Voilà pourquoi les jaunes demandaient le RIC, qui était une destitution. Moi, j'ai essayé de leur expliquer pourquoi pas. Ça existe aux États-Unis, mais dans ce cas-là, il faut passer la 6e République. Parce qu'en France, c'est ainsi. La démocratie représentative, ça veut dire qu'on abandonne notre parcelle de souveraineté à des représentants élus, souvent des élites, parce que la République est très élitiste. Moi je fais un distinguo entre élite et caste, justement, parce que tu pourrais avoir une élite qui serait un petit peu, je dirais, la classe, pas faire de l'historien marxiste, mais la classe sociale la plus éclairée, hein, un petit peu ce que Lénine disait, c'est-à-dire une espèce de bourgeoisie, mais pas assez riche pour être corrompu, entre guillemets, ou obsédé en tout cas par son renouvellement de classe, et pas assez pauvre pour ne pas avoir accès à la culture et à la formation. Donc voilà, l'élite, ce serait un peu cette frange médiane, et alors, tandis que la caste, là, on est vraiment dans le renouvellement d'une caste, parce que ça, c'est la position du citoyen lambda qui regarde un peu la télé, qui s'intéresse un peu, mais quand tu vois qui est nommé dans les exécutifs, qui est élu en général, on n'a pas vraiment l'impression que c'est l'élite. C'est ça le problème. Ça se voit dans le discours, on en parlait tous les deux, sur justement la qualité du discours, des mots choisis, des idées présentées. On en parlait justement parce qu'il y avait cette panthéonisation de Genevois qui renvoyait à celle de Jean Moulin, donc un distinguo, on faisait une comparaison un peu rapide sur les ministres de la Culture et sur les discours. Et on a vraiment l'impression qu'on est passé de l'élite, c'est-à-dire de tous ces hommes qui étaient intellectuellement ou formés ou en tout cas éduqués, à une espèce de caste qui est finalement composée de gens qui sont certainement des techniciens très compétents, mais qui ne sont pas plus éclairés qu'un autre. La gestion, par exemple. Tu as tout à fait raison, parce qu'en fait, l'élite est devenue péjoratif comme terme, alors que tu as tout à fait raison. En fait, celle qui est condamnable, parce qu'éthiquement, ce n'est pas tenable, enfin, en tout cas dans une démocratie. Du peuple par le peuple pour le peuple, non, nous ne sommes pas dans une monarchie, ni dans une dictature, donc, ni dans une démocrature, donc ça, c'est pas tenable. Et le problème, précisément, c'est qu'on a oublié ce sens premier de l'élite. Par exemple, pour en revenir encore à Athènes,
On a souvent opposé à tort Aristote et Platon. Platon venait d'une grande famille. Oui, Platon est considéré comme plus élitiste parce que Platon mettait en avant la figure du philosophe roi, mais au sens, en fait, pour Platon, c'était pas les pauvres qui devaient gouverner, c'était les sachants. c'est ça. Pas le fils de, pas Oui, celui qui savoir, pas celui qui détient la parole d'or parce que il est dans des sénats qui sont un peu obscurs, souvent parisiens, enfin il faut le dire, oui, la France est incroyablement jacobine et cette espèce de centralisation ultra parisienne, ça va te faire à ce que tu es en train de dire. Donc oui, ce qui est dommage, c'est que je pense que le peuple serait prêt, oui, j'en suis sûre de ça, à accepter la domination d'une certaine élite, mais au sens des sachants. oui, Voilà. Pas la domination de la caste bien sûr. dominante, supérieure, Oui, oui, qui n'est que dans un seul Sénat, dans oui. un Pas seul une lieu. plutocratie ou d'ailleurs, Absolument, voilà, exactement, la plutocratie. Et ce qui est terrible, l'oligarchie, la plutocratie, l'oligarchie, oui. ce qui est terrible, c'est que souvent on a été un peu méprisant avec les Gilets jaunes. Bon, moi-même, je vis à Toulouse, même aujourd'hui, voilà, en plein Covid, alerte attentat, les poubelles, on a été faire des photos avec ma fille, les poubelles brûlées. Bon, bref, c'est vrai qu'on en a un peu marre de cette paralysie du pays. Ça a été très violent, hein, les Oui, Gilets jaunes. Donc, moi, je condamne de toute façon toute forme de violence qui empêche aux citoyens de vivre dans sa cité, quoi, qui lui appartient, parce que précisément, je suis une vraie démocrate. Mais en revanche, j'ai jamais eu de mépris pour leurs revendications, oui, bien sûr. parce que quand je vois comment voilà, se comportent certains gouvernants, et voilà, moi-même, j'écris des articles contre certaines Oui, nominations constitutionnelles ou autres, on ne peut pas leur en vouloir à un moment donné de ne pas avoir confiance, voilà, de ne pas être amer pour envoyer à l'ouvrage de Cynthia Fleury, hein, Sigil amer. Oui, si j'ai c'est la mer, tout à fait. accumulation d'amertume. Et ce qui est terrible, évidemment, c'est qu'à un moment donné, parce que moi, souvent, je me dis, mais à quoi je sers parce que bon, je suis juriste, prof de droit, je suis scientifique, parce que je suis prof d'université, mais bon, je ne trouve pas un vaccin contre le Covid. Hein. Et puis parfois, je me dis quand même, je devrais arrêter d'écrire, me faire plaisir. Il faut plus écrire pour faire avancer la démocratie. Mais c'est dur de trouver Bien sûr. des solutions. Mais en tout Et- cas, je pense que le peuple a besoin, le peuple, hein, au sens le Mhm. plus noble, hein, Oui, oui, bien sûr. a besoin d'éclaireurs. Mais l'éclaireur, pour moi, ben, c'est lire les livres de Jean Moulin, c'est lire tout court, c'est aller au cinéma. C'est C'est ça. voilà, C'est chercher quelque part l'élévation. Alors, c'est intéressant ce c'est que tu ça, dis c'est parce que, l'élévation. voilà, moi, L'élévation par la culture, par le sport, voilà, par la connaissance par et par. n'importe quoi de sain. Ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et ça me renvoie un petit peu aussi, en revenant encore à notre sujet, la perception justement de ces élections américaines par les Européens, parce qu'il y a effectivement tout un appareil qui se met en place là-bas. Alors, il y a une guerre de communication, bien évidemment, hein, sur Twitter, dans les médias en général, pro ou contra. Il y a cette espèce de révolution institutionnelle qui se développe. Et puis, il y a la perception qu'on en a, nous. En général français, je dirais, bon, les Corses aussi, puisque on est encore assimilés, mais il y a cette perception qui est quand même un peu particulière, où il y a une forme de mépris, parce que sur l'élection de Donald Trump, on s'est aperçu quand il est élu, alors avec le personnage qu'il est, ça, voilà, on ne va pas faire du jugement, mais dans l'analyse de la perception, moi, j'avais l'impression qu'on ne prenait pas en compte, ouais, les Américains sont des beaufs. Voilà, moi, ce qui m'a choqué au premier abord, c'est ça, parce que Donald Trump, qu'on l'aime pas, je ne l'aime pas particulièrement, mais il y a quand même un respect de l'expression démocratique. Tu vois, on en revient à ce qu'on disait, Tout à fait. que, Ouais. que, que, que l'on n'a pas pour les Américains et que l'on voudrait avoir nous. Il y a ce paradoxe. Et ce que tu me dis là, moi, ça m'a poussé à aller chercher un petit peu. Alors, je me suis tapé un peu les présentations de Rudy Giuliani, qui est voilà, l'avocat de Oui, Donald Trump, l'ancien maire charismatique de New York, parce l'ancien que maire. Voilà. voilà, à l'époque du 11 septembre, donc Voilà. Donc, c'est un personnage qui est quand c'est même. dommage, là, Ouais, il est un peu. qui est rentré dans l'histoire, mais j'ai un peu regardé tous les côtés, côté républicain, démocrate, etc. J'ai regardé un peu ce qui se disait aussi dans les organes de presse, j'ai regardé ce qui se disait chez les gens. Et en fait, Ouais. j'ai presque envie de dire qu'il y a une guerre civile, certes, en tout cas politique, mais il y a une expression démocratique qui est saine, quelque part. C'est-à-dire qu'il y a une émulsion. Et j'ai l'impression que nous, le jugement que l'on a de cette crise, sans réellement la connaître, c'est un petit peu du stéréotype, c'est un petit peu du truc comme ça. Et comme tu le disais très justement, je pense on y gagne à s'intéresser, à se cultiver, à chercher à comprendre, plutôt qu'à juger. Et il y a ce paradoxe-là. Alors nous, au Corse, en plus, comme tu le disais, qui aimons particulièrement la liberté, qui revendiquons au minima l'autonomie pour la plupart, au maximum l'indépendance, on se retrouve à juger nous aussi, je dirais presque de manière inconsidérée des choses qui se passent là-bas. Alors, je ne vais pas te dire que pour moi, c'est plus une démocratie
les États-Unis, mais effectivement, le fédéralisme américain, la manière dont c'est géré, la législation d'État, les Sénats, les gouvernements, je trouve qu'il y a quand même quelque chose, dans l'appareil en tout cas, après son expression, elle peut être viciée, mais dans l'appareil américain qui est beaucoup plus sain que dans l'appareil français, qui, tu le disais toi aussi, est très Bien sûr. jacobin, très centralisé, très parisianiste. Bien sûr. Ouais. Donc, Et je suis à 1000% d'accord avec toi. Et je vais même, alors toi, je ne te choquerai pas évidemment, mais toi, tu sais réfléchir. Et puis surtout, à un moment donné, il y a une chose. Alors, je vais essayer d'être organisée dans ma réflexion, tu vas voir. Premièrement, je ne supporte pas ce défaut que je trouve assez français de toujours juger les autres. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours complètement. Bon, par exemple, quand je dis que je suis américaniste, bon, maintenant, on est quand même en France. Mais au tout départ, quand j'ai fait ma thèse en droit américain, j'étais vraiment la seule. Et c'était, mais comment tu peux aimer ce pays, voilà, de beauf. Je me souviens de l'affaire DSK, c'est la première fois où j'ai commencé à être un peu dans les médias. Et je me souviens très bien du texto d'un grand homme devenu recteur qui me disait, mais comment vous faites pour... vous avez du talent, c'est dommage, vous vous gâchez en vous intéressant à ce pays de sous-développé. Enfin, vraiment. Donc déjà, moi personnellement, je ne sais pas ce que c'est être bien, être bon, être un bon système, le meilleur système. Donc je ne juge jamais ni les gens dans ma vie de tous les jours et ni les systèmes, encore moins de manière générale. Et donc du coup, ce côté effectivement, c'est n'importe quoi, c'est le bordel. Bon, tu as tout à fait raison. Les États-Unis demeurent la plus grande démocratie au monde. Et quand je le dis, alors heureusement que je ne suis plus sur Twitter et autres réseaux horribles. Je vais finir par passer ma vie à faire des procès pour diffamation, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de se faire commenter. Mais c'est la vérité. Et là, encore une fois, il suffit de lire Tocqueville. De la démocratie de Tocqueville et du génie pur, comme on n'en a jamais produit dans l'histoire de l'humanité littéraire. Tout le monde le dit, dans le monde entier, cette vision qu'il avait. J'ai même réussi à expliquer à mes étudiants la crise des subprimes à travers Tocqueville, un livre du 19e. Je vous prenais 2 images en France. Réaction après la crise des subprimes. Donc les Français, je me souviens un jour, j'avais vu ça à la télé, hausse de vente de Prozac, donc un antidépresseur en pharmacie. Aux États-Unis, les images, tu voyais des équivalents, on va dire, des bureaux de la NPE, avec des 100 mètres. Donc les mecs avaient tout perdu, leur travail, leur maison, n'ont pas d'assurance santé, etc. Ils se retroussent les manches pour trouver du travail le lendemain. Tocqueville avait déjà décrit ça. Après, il était aussi critique, il ne trouvait pas d'intelligence abstraite, qui était trop concret. Bon. Et en fait, pour répondre maintenant plus juridiquement et politiquement, la démocratie aux États-Unis est injectée partout. Premièrement, partout. Ils élisent leurs juges, ils élisent leurs shérifs, ils élisent leurs gouverneurs. Bon, voilà. Et quand les personnes importantes ne sont pas élues, elles sont nommées en fonction de la société. Elles sont un miroir de la société. Donc, par exemple, à la Cour suprême des États-Unis, traditionnellement, il faut qu'il y ait un siège noir, un siège latino, un siège catholique, un siège juif, etc. Ça, c'est la première chose. C'est une démocratie parce qu'elle est injectée partout, à tous les degrés. Et deuxième chose, pour bien comprendre ce bordel américain, et Tocqueville le disait, il a écrit 1000 fois dans De la démocratie en Amérique, les Américains tiennent avant tout à une chose, au fédéralisme. Et oui. Au fédéralisme. Pour Tocqueville écrivait, l'union fédérale, pour eux, c'est quelque chose de vague, d'abstrait, de lointain, alors surtout au 19e siècle, hein, mais c'est le droit des États fédérés qui les prend en détail. C'est l'expression de Tocqueville. Exactement. Il est très fier d'être américain, mais avant d'être américain, il est texan, il est new-yorkais, il est californien. Ils tiennent beaucoup à ça. Donc oui, c'est le bordel, ils en ont conscience, mais au final, ce qui compte, c'est le droit de leur État. Il n'y a pas un code électoral, il y en a 50. Donc évidemment, vu de chez nous, ça peut paraître très compliqué, mais en réalité, c'est juste le respect de 2 choses, tu l'as rappelé, la démocratie, premièrement. Voilà, donc oui, on vote par correspondance, oui, c'est le bazar. Oui, il y a un peu de fraude, pas tant que ça. D'ailleurs, même Trump est pas loin d'avouer sa défaite. Et deuxièmement, et c'est une fédération. C'est une fédération. Donc, il y a l'Union fédérale, mais avant toute chose, il y a le droit de l'État fédéré au sein de l'État fédéral. Et toute l'histoire des États-Unis peut se raconter à travers ce prisme. Tout. Même si tu prends l'affaire de la peine de mort, les grandes affaires de société, le mariage homosexuel, l'avortement. En toile de fond, si tu veux, la question, c'est toujours la question suivante. Qui est compétent? Est-ce que c'est l'Union fédérale ou est-ce que c'est l'État fédéré? Tout à fait. Et à chaque fois, c'est là-dessus que tout se passe. Oui, mais c'est un modèle qu'en France, on ne connaît pas. Hein, même, non, nous, voilà. On n'est même pas un État régional. Hein, donc, évidemment, de notre point de vue très statocentré, le fédéralisme, la confédération, l'État régional,
bon, ça fait exploser ce système jacobin. Voilà, mais il y a un réel problème, moi, avec le jacobinisme. Hein. Moi, je considère que le jacobinisme, on a dépassé le stade, si tu veux, de la théorie politique. On est quasiment dans le mouvement, j'ai presque envie de dire sectaire, c'est-à-dire dans la religion presque post-révolution, avec ses symboles, son apparat, ses fondamentaux incontournables et incontestables, puisqu'on ne peut même pas les contester. Bien sûr. Et ce qui est bizarre, c'est que tu apparais du coup la France qui a été malgré tout quelque part, et la Corse avec, à l'avant-garde, je dirais presque de la démocratie moderne, elle se retrouve aujourd'hui à l'arrière-garde complète, puisque moi, par rapport à un pays jeune, je pense que le mépris qui vient de la France pour les États-Unis, c'est le fait que ce soit un pays jeune aussi, qui n'a pas l'histoire de la France, qui a tout ça. Bon, et de fait, comme c'est un pays jeune qui souffre de ce mépris-là, on ne considère pas son système comme quelque chose de viable, alors qu'en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, la plus moderne, comme tu le disais, la plus grande démocratie, ça reste les États-Unis. Et donc, on ne peut pas discuter avec les gens qui ne sont pas convaincus de ça. Et c'est un petit peu le blocage institutionnel qu'il y a encore, et que j'ai exprimé 2 ou 3 fois à qui de droit, c'est que tu ne peux pas discuter avec des gens qui sont pathologiquement convaincus qu'ils ont raison. Ça, c'est certain. Voilà. Et ça, c'est très, très bien résumé. Et pour en revenir aux États-Unis, oui, tu as tout à fait raison. Alors, à la fois, c'est un pays très jeune, mais à la fois, c'est la plus vieille constitution écrite au monde. Tout à fait. Ça dit beaucoup de choses. 1787, ils ont la même. Hein. Ouais. Et la Constitution, comme leur deuxième Bible, il y a la Bible religieuse et la Constitution, ce qui change beaucoup, beaucoup de choses. Et oui, bon, moi aussi, je me suis beaucoup exprimée là-dessus. J'ai même fini par écrire, noir sur blanc, qu'en réalité, l'obstacle à l'autonomie de la Corse, c'était plus un obstacle juridique, en réalité. Il ne l'est pas. J'ai essayé de prouver que le droit comparé était la preuve irréfutable selon laquelle le fait que la République soit indivisible n'était pas un obstacle pour reconnaître l'autonomie d'une région, notamment parce qu'elle est insulaire, en prenant l'exemple du Portugal, de la Finlande. Bon, bref, je me suis épuisée, l'Espagne, l'Italie. Et en réalité, au bout d'un moment, tu comprends qu'en face de toi, quand tu discutes avec certaines personnes, hein, les bureaucrates, pour ne citer qu'eux, à un moment donné, tu t'es dit, bon, ils savent quand même qu'en droit, j'y pite un peu, quoi, quand même. Ouais. Ils sont en train de me dire, vous êtes nul, vous dites n'importe quoi. Ils savent que je suis comparatiste, donc ils se doutent bien que je connais un petit peu les États dont je viens de citer, où j'ai pratiquement créé des doubles diplômes partout, hein, parce que l'avantage d'être universitaire, c'est que je ne suis pas enfermée dans mon bureau, je crée des doubles diplômes. Là, je suis comparatiste routarde. Tous les pays sur lesquels je travaille, je les ai tous visités, j'y ai enseigné dans la langue d'accueil. Donc, à un moment donné, bon, voilà, et je suis obligée de faire une crise d'autorité. Je ne suis pas que la petite enfant du pays, la Corse constitutionnaliste qu'on met en avant comme un petit tract publicitaire pour dire que aussi, on peut avoir du crédit en la parole d'une personne. Donc l'argument juridique, ils n'en veulent pas, l'argument juridique comparatiste, ils n'en veulent pas, l'argument politique, bah non, parce que voilà, l'histoire du nationalisme corse, mais bon, voilà. Et en fait, en réalité, c'est l'obstacle culturel qui est le plus fort. C'est l'obstacle culturel. Et même le président du Sénat lui-même l'avoue, hein, lors d'un échange un peu indirect d'ailleurs au Congrès des régions. Bon, sauf que je suis partie en plein milieu pour une raison très spécifique, mais dans son discours de clôture, il a eu l'extrême gentillesse de me citer en disant j'entends ce que vous dites, c'est vrai que voilà, culturellement, je suis encore bloquée, mais je veux bien essayer de progresser. Voilà, ce jacobinisme est très fort et c'est un jacobinisme qui étouffe les identités et franchement, on n'est pas les seuls. Hein. Enfin, moi, ce que j'ai appris pendant cette mission si passionnante, c'est qu'en réalité, bon, oui, vraiment, nous avons, je pense, une identité peut-être pas plus forte qu'ailleurs, mais en tout cas plus clairement affirmée, en tout cas qui s'est exprimée dans les urnes. Mais j'ai entendu tous les présidents de région avoir le même discours alarmiste, quoi. Donnez-nous plus de pouvoir, donnez-nous plus de liberté. Enfin quand même, moi j'ai plaidé pour l'autonomie législative de la Corse, mais les régions françaises n'ont même pas le pouvoir réglementaire. Donc quand je dis ça à tous les collègues juristes, tu ne peux pas dire ça, on espère que tu dis pas ça à tes étudiants. Bien sûr, oui, d'accord, ok, je connais aussi mes cours de droit, je connais ma constitution. Les collectivités territoriales jouissent d'un pouvoir réglementaire, mais il n'est pas autonome. Il est résiduel et secondaire. Et ça, on le voit nulle part ailleurs. Partout, au minimum, un État militaire décentralisé, au minimum, offre aux collectivités territoriales un pouvoir réglementaire, mais autonome. Nous, on n'a même pas ça. Donc, du coup, voilà, cet obstacle, il est culturel. Alors après, j'ai appris à évoluer un petit peu. C'est-à-dire que j'ai discuté avec des jacobinistes qui me disaient, mais comprenez-nous, nous, on part de la Révolution française, la France s'est construite là-dessus,
C'est vrai, sur la disparition des castes, par exemple, bon, le discours de l'abbé Grégoire sur notre cœur doit être à l'unisson contre le patois, on va dire. C'est dommage qu'on le retienne comme un discours anti-langue régionale, parce que l'abbé Grégoire, franchement, on ferait mieux de l'encenser plutôt que de le critiquer. Mais dans le discours, dans l'esprit de l'abbé Grégoire, supprimer les patois, c'était juste pour supprimer les castes. Parce que ceux qui n'avaient pas patois, ils n'avaient aucune chance d'arriver à un moment donné à certaines fonctions. Donc oui, je veux bien comprendre ça, cet argument-là. Le jacobinisme, à la base, c'est faire en sorte, on en revient, tu vois, républicain. C'est-à-dire la République, elle n'a pas de sexe, elle n'a pas de religion, elle n'a pas de couleur. Voilà. Elle n'a pas d'identité, du coup. Voilà. Et alors, c'est vrai que c'est un aspect très important. Voilà. Moi, j'ai un côté très laïcard, et pourtant, je suis très croyante. Mais ça me regarde. Par contre, je préfère les républiques un peu aveugles, comme ça. C'est vrai, ce modèle républicain me convient assez, mais pas, par contre, une république à ce point aveugle aux différences, on va dire. Aux différences. Voilà, la diversité. Peut-être que la diversité, c'est plus politiquement correct que les différences. Et ça, oui, c'est culturel. J'en comprends encore une fois les raisons pour avoir beaucoup échangé, parce que moi, c'est mon côté américaniste. J'échange avec tout le monde, hein, même avec des extrémistes. J'adore échanger. Oui. Mais vraiment, je demande à être convaincue. Et je suis jamais sûre d'avoir raison. Vraiment, ça, jamais. J'ai pas ce défaut. Mais du coup, je comprends les raisons, oui. Mais honnêtement, je crois qu'il faut aussi voir l'évolution. Et puis voir aussi que maintenant, la France est dans l'Europe. Bon. Donc, il y a beaucoup de choses quand même qui ont évolué, il me semble. Alors, sur, je dirais, le film que tu as choisi pour conclure un peu cet entretien. Donc, tu as choisi Vertigo de Hitchcock. Comment ça se fait? Parce que ça n'a aucun lien avec la démocratie. Aucun lien du tout. Mais je me suis dit, après tout, je peux me faire plaisir aussi un petit peu. Ouais, bien sûr. Enfin, je me fais plaisir tout le temps, mais bon. Ouais. Donc, Vertigo, 1958, Alfred Hitchcock. Years or more. The oldest living things. Yes. You've never been here before? No. What are you thinking? All the people who've been born and have died while the trees were not living. Their true name is Sequoia sempervirens. Always green, ever living. I don't like them. Why? Knowing I have to die. Cross-section of one of the old trees that's been cut down. Here I was born, and there I died. It was only a moment for you. You took no notice. Madeline. Madeline. Madeline, where are you now? Here with you. Where? The old trees. Have you been here before? Yes. When? When were you born? Long ago. Where? When? Tell me. Madeline, tell me. No. Madeline, tell me what it is. Where do you go? No, what I can't takes you tell away? you.
When you jumped into the bay, you didn't know where you were. You guessed, but you I didn't know. jump. I didn't jump. I fell. You Why told did me you I jump? fell. Why did you jump? No, I can't tell you. Why did you jump? What was there inside that No, told you to please. jump? Please, What? What? please don't ask me. Please don't ask me. Comment ça se fait, ce passage dans les séquoias? Alors, je t'explique pourquoi. Enfin, je t'explique, je ne sais pas en fait. Je n'ai même pas réfléchi depuis que je t'ai donné cet extrait. Je ne me suis même pas dit qu'est-ce que je vais dire. En fait, dans ma vie, bon, comme tout le monde, j'ai des périodes. Bon, voilà, période rose, période danse, période athlétisme, période littérature, période droit, période corse, période continent. Mais par contre, il y a comme un fil rouge en fait. Depuis que je suis toute petite, c'est ma passion pour plusieurs choses, mes multiples passions, dont le cinéma et surtout Hitchcock. Et donc, en fait, je ne peux pas t'expliquer pourquoi. Enfin, j'ai quand même une petite source d'explication, mais elle est presque d'ordre psychanalytique. C'est un film qui m'accompagne depuis toujours. Voilà, Hitchcock, c'est mon réalisateur absolument culte, mais ce film particulièrement est si fort pour moi, pour tous mes souvenirs, que j'ai même emmené ma famille sur tous les lieux de tournage à San Francisco. Donc, on a été voilà, dans l'hôtel où a été tourné, dans l'hôtel de Carlota. On a été dans la mission mexicaine, sur la tombe. Enfin bon, bref, on a été dans un pèlerinage. Oui, un pèlerinage cinématographique, on aime bien faire ça. Et cet extrait particulièrement, parce qu'en fait, toute juriste que je suis, j'aime bien dire, moi je ne suis pas une intellectuelle, j'ai les mains dans le cambouis, quoi. L'américaine, ce qui m'intéresse, c'est les cases, etc. En réalité, je suis une grande rêveuse, évidemment. Je suis née, j'ai grandi en Corse, hein, donc on est quand même, je ne suis pas la seule à être de rêve. Et cet extrait particulièrement, je vais te dire la vérité, c'est parce que j'étais déçue. J'avais envie de croire dans ce film qu'en fait, elle était vraiment la réincarnation de Carlota. Et donc, le passage du film, quand elle dit « je suis née là et je suis morte là », j'y crois. Et puis cette ombre qui part derrière ces séquoias, cette silhouette incroyable. Et en fait, après, finalement, on apprend que non, c'est une actrice voilà, qui a été payée pour du pékin. Et pour moi, le monde s'effondrait. J'ai dit « mais non, moi, j'aurais préféré qu'elle soit un vrai fantôme. » Et non, dans les vrais fantômes, ça n'existe pas. Les principes n'existe pas. Je mets du temps, j'ai mis du temps à le comprendre. Enfin, je crois que non, je ne veux toujours pas la. Tu es devenue une juriste romantique. C'est ça. Donc cet extrait-là, si tu veux, c'est ma part de rêve. Voilà, dans ma vie trépidante, avec ce métier que je fais qui a 1000 aspects qui me passionnent. Et je ne fais que travailler, c'est la vérité. Mais j'ai quand même une immense part de rêve à travers mes créations. Voilà, j'écris, je lis, je prends des photos. Et je vois et je regarde des films. Et on a beaucoup de plaisir à découvrir tes articles, à découvrir aussi tes photos et tes petits posts sur Instagram de culture que tu adresses à tes étudiants. Oui, c'est pour mes étudiants. Oui, parce que les pauvres, pour le deuxième confinement, ils m'ont dit là, madame, on ne va pas tenir le coup. Donc, je leur ai dit, je vais faire des trucs pour vous garder, quoi, tout simplement. Sostegno permanent. Sostegno. Yeah. Ça va. Alors, un petit mot de la fin, parce qu'on va arriver au bout de l'enregistrement, parce qu'on est sur un court format, un format moyen. Comment tu vois la suite des événements de manière globale? C'est un peu généraliste, mais... alors, écoute, moi, je suis une grande optimiste. Hein. Tu sais, quand tu crois au paradis, tu peux croire en tout. Je pense que les gens croyants ont cette chance-là sur les... ont beaucoup d'espérance, Ça, c'est ma manière de voir la vie. Voilà, c'est comme ça. Je ne vois que le côté positif de la vie des gens. Ça agace souvent parfois parce qu'évidemment, bon, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Il faut un peu être un peu plus lucide. Mais je vois les choses comment. Alors, je vais essayer de faire œuvre utile. Là, j'ai quelques projets d'écriture justement pour qu'on arrête de nous dire on ne va pas nous refaire le match Macron-Le Pen, quoi. Donc, ici, ce n'était pas juste la conjoncture, ce n'était pas un peu la structure. Et donc, je vais essayer d'écrire vraiment des choses un peu différentes de ce que j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire beaucoup plus technique. Qu'est-ce qu'il faut changer de la Constitution? Voilà, les rapports entre le président de la République et le Premier ministre, les démocraties participatives, les conférences citoyennes. Voilà, je n'ai pas eu cette idée toute seule avec un collègue politiste. Voilà, très concrètement, je me dis, je vais me servir de ce que je suis, c'est-à-dire une constitutionnaliste, hein, je sais faire que ça, pour essayer de faire en sorte qu'on arrive à voir ces élections comme autrement que « oh là là, il va falloir encore aller ». C'est terrible. Il y a encore des gens qui meurent sur cette terre pour avoir le droit de vote. Nous ne votons que depuis hier, grâce à De Gaulle. Donc, à un moment donné, non, c'est une joie d'aller voter. Il faut y aller, fleur au fusil, il faut y aller. Et puis, il ne faut pas attendre le Messie, quoi, parce que dès De Gaulle, voilà, bon, ça fait beaucoup rire mes étudiants parce qu'ils voient bien que je suis un peu près de gauche, mais enfin, je ne fais que leur parler de De Gaulle. Mais bon, mais De Gaulle, il transcende absolument toutes les frontières. À bout d'un moment, il faut
puis voilà, là aussi, il faut lire les mémoires et puis comme ça, on comprendra mieux ce que je veux dire. Donc, il ne faut pas attendre le Messie, De Gaulle n'y en aura plus. Il ne faut pas attendre de se dire, bon, ben, s'il faut, j'irai voter Macron contre Le Pen. Enfin, non, il faut essayer à un moment donné. Mais tu vois, je ne sais pas quoi te répondre non plus. Donc, moi, voilà, mon Mais niveau. d'aller vers une 6e République. Voilà. Alors, moi, je ne suis pas trop pour. Mais je ne sais pas, voilà. En tout cas, et puis, pardon, mais dans les thèmes que j'ai cités, et aussi donner plus de pouvoir au territoire dans la Corse, hein, je ne vais quand même pas lâcher l'affaire. Donc, voilà, donc je vois les choses, je ne sais pas. Mon optimisme en ce moment est un peu ébranlé quand même, hein, parce que sinon, je serais vraiment naïve et je n'ai pas le droit d'être naïve en étant prof de droit quand même, quoi. Il faut que je sois lucide. Voilà. Super. Accrochons-nous et Accrochons-nous. on verra. Voilà. Espérez-moi et priez-moi. Espérez-moi. Vanda, je te remercie beaucoup pour ce moment. Merci. Merci à toi, Paul. C'est toujours un plaisir. Et j'espère qu'on se retrouvera très vite hors confinement pour boire un coup à Bastia, sur le marché, en dessous de Saint-Jean, de préférence. Avec plaisir. Alors, ça marche. Avec plaisir. Je te souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup encore. Merci. Et à très bientôt. Merci à toi. Merci. Ciao, Vanda. Ciao.